Dialogue épisode 14, Bruno Gassio. Bruno, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va comme un mec confiné, quoi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je m'emmerde. Je m'emmerde, c'est chiant. J'arrive pas à comprendre pourquoi un virus à 18h, et il est très très dangereux jusqu'à 20h, et qu'il fallait absolument gagner ces 2 heures contre le virus. J'ai pas compris. Par contre, j'ai pris le métro à 17h. Il y a un truc qui va pas. Hein. Tout le monde est là en même temps, donc il y a un truc qui va pas. Non, je comprends rien. Tu vas te faire vacciner ? Oui, bien sûr. Dès qu'il y a un vaccin. Non, mais moi, je suis pas anti-vaccin du tout. Je suis prêt. Je veux juste qu'on me dise ce qu'il y a dedans, s'il y a des dangers, tout ça. Mais il y a quelque chose qui est assez simple. Il y a à peu près la moitié des Français qui est pour se faire vacciner et l'autre moitié qui est contre se faire vacciner. Dans les contre se faire vacciner, il y a des gens qui disent « Ouais, je sais pas, faut voir ». Bon, les anti-vax, on fera rien. Eux, ils veulent pas. C'est pas la peine d'aller les chercher. Tu dis « Ok, envoyez, faites péter les doses pour les 30 millions de personnes qui veulent se faire vacciner, et puis on les vaccine. » Et puis le voisin, quand il va voir son pote et qu'il va lui dire « T'es vacciné, toi ?» Tu vas dire « Ouais. T'es pas mort. » « Non. Peut-être que je vais y aller. » Tu vois, c'est comme ça que ça se produit. Sauf que, comme d'habitude, les masques, ça sert à rien. Pourquoi ? On n'a pas de masques. Les tests, ne vous faites pas tester tous, ça sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de test. Et aujourd'hui, le vaccin, c'est réservé aux 75 piges et on vaccine pas la population qui a envie de se faire vacciner là tout de suite, juste parce qu'on les a pas. Donc ils s'organisent comme des bœufs. Ils sont mauvais. C'est juste des mauvais. C'est même pas qu'il y a un complot, un truc. Ils sont mauvais, quoi. Ils savent pas gérer. Pas de vaccin, pas de frigo. Il y a pas de seringue non plus. Ils vont arriver, il y a plus les mecs qui veulent vacciner, mais comment ? Je sais pas, crash fort. Je sais pas comment on fait. Non, ils sont mal organisés. Mais ça va s'arranger, on dit. Merci d'être venu jusqu'à nous, Bruno, Je t'en prie. dans notre Saint-Étienne à nous, Ivry-sur-Seine. On te reçoit. Comment tu pourrais te décrire pour ceux qui te connaîtraient pas ? Comme tu as fait plein de trucs. Comment toi, tu te décrirais ? La base, auteur. Je gagne ma vie depuis l'âge de 18 ans en écrivant et sans rien faire d'autre à côté. C'est-à-dire que Canal, c'était de l'écriture, même si j'avais un statut de cadre supérieur, un salaire de cadre supérieur, j'avais tout ce qui allait bien, mais je gagnais ma vie en écrivant. Ensuite, j'ai dirigé de la fiction pendant une dizaine d'années. Je n'écrivais plus de façon stricte, j'écrivais pas. Mais je tenais la main des jeunes auteurs pour lesquels on avait fait cette unité de fiction, qui avait pour objet de faire leur première œuvre de fiction à des gens qui n'en avaient jamais fait. Donc on a fait 23 films, et sur ces 23 films, j'ai expliqué à des jeunes auteurs que pour atteindre un objectif, il y avait des étapes. Et donc j'ai travaillé comme auteur, comme enseignant auteur, d'une certaine façon. Donc c'était aussi le métier d'auteur. Donc je me définis comme un auteur et comme un chieur. Est-ce que tu penses comme Audiard que le métier de dialoguiste et auteur existe parce que les réalisateurs sont trop cons pour écrire ? Ouais, il y a un peu de ça. Maintenant, la nouvelle vague a apporté des auteurs, réalisateurs, producteurs, acteurs. Les gens font tout. Alors, il y a des exceptions, il y a des gens qui arrivent à faire ça. Tarantino, Woody Allen. Scorsese. Oui, il y en a. Voilà, c'est des gens qui arrivent à tout faire. Le cinéma, la série, le théâtre, c'est un boulot d'équipe. Il y a des gens plus doués pour les dialogues, d'autres pour raconter les histoires, d'autres pour les jouer, d'autres pour les mettre en scène. Il faut réussir à regrouper toutes ces énergies pour que ça fonctionne dans 80% des cas. Après, les génies, c'est les génies. Ils y arrivent, ils font tout. Bon, tant mieux. Dans la période qu'on connaît, tu me fais la transition toute trouvée. Est-ce que c'est pas la crise du Covid qui va mettre un coup d'arrêt définitif ou pas au cinéma ? Et le format série, il est quand même en pleine bourre avec Netflix, favorisé par le confinement. Est-ce que le médium film, il devient pas de plus en plus obsolète ? C'est une bonne question. Je n'arrive pas à savoir. Parce qu'il y a des histoires qui se racontent en 2 heures. Et il y a des sagas qui se racontent en 8 saisons de 16 épisodes. Là, j'ai regardé des séries américaines. Il y en a une en ce moment qui est sur Netflix qui s'appelle Suits. C'est un truc sur les avocats. Et je regarde ce truc, la grille d'écriture est la même, quel que soit l'épisode. Et j'ai l'impression que dès l'instant où ils ont trouvé la grille d'écriture, ils se sont dit on peut en faire des tonnes.
Il suffit de dire, tu as menti. Non, mais j'ai pas menti, mais en fait, j'étais obligé. Mais pourquoi étais-tu obligé? Ah, je comprends que tu étais obligé. Et cette façon de pratiquer, on peut écrire sur 10 saisons. Sauf que c'est pas intéressant. Ce qui s'y passe, c'est pas du tout intéressant. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire au sens où elle est édifiante. Elle n'est pas universelle. On raconte pas une histoire qui peut changer le monde. C'est un format soap, quoi, un petit peu. Voilà. Moi, je dis c'est des espèces de telenovelas. C'est une telenovelas, quoi. Et Netflix fait aussi des telenovelas. Par contre, ils font des choses comme Breaking Bad ou Better Call Saul, qui est extraordinaire. Qui est la suite. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il y a dedans une recherche à la fois psychologique des personnages, de leurs besoins, de leurs désirs, de leurs faiblesses, de ce qu'ils sont psychologiquement, du monde dans lequel on vit. Ça parle du monde dans lequel on vit. Et je trouve que c'est bien, vraiment très, très, très bien fait. Mais il y a des très mauvaises séries qui font d'énormes succès. Et puis des séries géniales comme Breaking Bad, par exemple. J'ai celle-là en tête, il y en a plein d'autres. Avant elle, il y avait Les Sopranos, The Wire. Oui, bah oui, tout ça, c'était des Sopranos. C'est de la psychologie américaine portée au paroxysme, quoi. C'est une étude de la société américaine du New Jersey. C'est extraordinaire. Et ça, c'est intéressant à regarder. Et puis, il y en a qui sont pas du tout intéressantes à regarder. Mais le cinéma permet encore de raconter des films, des histoires en 1h30, 2 heures. Et si une histoire, tu peux la boucler en 2 heures, c'est une vertu de faire court, maintenant. Tu sais, c'est le philosophe, c'est Alain qui avait écrit une lettre à un de ses potes en lui disant une très longue lettre. Et en PS, il avait dit « Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de faire court. » Parce que faire court, ça veut dire que tu réfléchis aux mots que tu choisis et tu vas synthétiser ta pensée, la façon de raconter. Et cette façon-là, c'est une façon qui te permet de faire des formats cinéma ou des formats théâtre. Mais le format série, c'est tu peux tirer à la ligne, tu peux aller chercher des personnages multiples, tu as différentes narrations. Il n'y a pas de narration linéaire pratiquement, c'est que des narrations en branche. On part dans une branche, on va chercher tant qu'on peut des idées dans cette branche-là. Quand on a fini, hop, on revient au centre et on repart du centre avec ce qu'on est allé pêcher du côté de notre exploration. On revient avec des informations et on repart dans une autre branche et on recherche encore. Effectivement, ça peut durer des années, des années et des années. Tes références jusqu'à présent, inconsciemment ou pas, elles sont surtout américaines. C'est quoi l'état du cinéma français aujourd'hui? Quel regard tu portes là-dessus? Il y a des équipes qui changent. Il y a, pour faire très simple, il y a eu toute l'époque Audiard, où il y avait des bons metteurs en scène, des bons scénaristes, des bons dialoguistes. On regroupait tout ça, on produisait très vite des films qui étaient des films populaires. Et les gens allaient au cinéma, payaient pour les voir. Puis il y a eu la nouvelle vague qui est arrivée, où on disait en gros on peut tout faire, les studios on s'en fout, on sort, on met la caméra sur l'épaule, les gens payaient pour voir ça. Puis il y a eu différentes familles. Dans les très grandes lignes, il y a eu tout le Splendide d'abord, il y a eu l'histoire du café-théâtre, puis il y a eu le Splendide qui a fait des films et qui a fait une génération d'acteurs. Puis il y a eu une partie du théâtre de Bouvard, puis il y a eu aujourd'hui. Après, il y a eu une naissance du caméscope, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait faire un film. Tu n'avais plus besoin d'écrire un scénario, tu pouvais filmer le brouillon de ton film en disant à un producteur, j'ai le brouillon. Maintenant, si j'ai les moyens, les images vont être géniales, les dialogues vont être mieux, les acteurs seront mieux choisis, et vous allez voir, ça va taper. Et c'était une façon de faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont issus du Palmacho, tous les gens qui faisaient des formats très courts, des conneries rigolotes, juste à la télé pour se marrer. Aujourd'hui, ils font le cinéma, ils font plein d'entrées. Donc, l'état du cinéma français, il dépend des gens qui ont la capacité de s'intéresser au cinéma français. S'ils préfèrent faire des séries que du cinéma, il y aura moins de cinéma, tout bêtement. Ça m'intéresse beaucoup quand je reçois des scénaristes. Toi, est-ce que l'écriture, elle te vient facilement ou est-ce que c'est un peu un pugilat à chaque fois avec toi-même? Il y a plusieurs étapes. David O. Selznick, qui était quand même un grand producteur américain, disait il y a un endroit peut-être plus important que le scénario ou mettre de l'argent, c'est le choix du sujet. Donc, avant de faire quelque chose, je réfléchis vraiment très longtemps. Ça peut prendre des mois, voire des années, à se dire, est-ce que je fais ça ou pas? Une fois que j'ai en tête que ça peut avoir une résonance dans la société et parler du monde dans lequel on vit,
je me dis oui, on peut y aller. C'est ce qu'on a fait quand je faisais la fabrique à Canal. Les sujets qui arrivaient, c'était est-ce que ça a une résonance universelle pour les gens qui vont regarder? Est-ce que en partant d'un sujet local, on va réussir à faire quelque chose d'universel? On n'y est pas arrivé à chaque fois, mais on y est arrivé quand même quelques fois. Et là, la pièce de théâtre Les Patalaï, c'est aussi une réflexion qui vient de très très loin. On nous demande souvent, vous avez écrit ça comment? Je dis, en 3 mois, super rapidement, 0 souffrance, tout allait bien. Mais en fait, on a mis 50 ans à l'écrire. C'est le fruit de 50 ans de réflexion sur la vie, la mort, la coiffure, toutes ces choses-là. L'amitié et la fin de vie. Comment on gère une fin de vie? Ça se passe comment quand tu es malade, que la mort est inéluctable et que tu sais que tu vas, si la médecine s'acharne, traîner des années de souffrance? Comment ça se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu peux dire à ta famille pour être d'accord pour que ça s'arrête et que tu te sois mis à jour avant, que tu aies discuté avec eux et que tu puisses prendre le temps de dire au revoir aux gens et de leur dire, voilà, je vous aime, mais pour moi, c'est fini. Donc, je préfère qu'on se dise je t'aime maintenant, tous ensemble, qu'on soit heureux, dire au revoir à tes potes, aux gens que tu aimes, et puis partir. C'est une réflexion difficile parce que culturellement, ça pose des problèmes. Il y a des cultures différentes en France. La religion pose un problème. Seul Dieu a le droit de te prendre ta vie. Ouais, mais enfin, il fallait pas qu'il me mette dans la merde à ce point-là, quand même. Il va être gentil, t'as un concert jusque-là, ça va, c'est bon. Donc, il y a des réflexions à avoir, à mener là-dedans. Je suis membre de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero en est le président. Et ce sont des réflexions qui sont menées par beaucoup de gens. Et visiblement, en France, 90% des gens sont d'accord avec ça. Donc, quand tu écris quelque chose, tu as toute cette culture derrière, tout ce travail qui a été fait en amont. Et après, le truc sort facilement. Parce que écrire, c'est pas une souffrance dans ces cas-là. Ça veut dire que tu as réfléchi au sujet. Ce qui est une souffrance, c'est de pas avoir de sujet. Ou d'avoir un sujet bancal. Ou de faire un sujet parce que tu te dis, on me paye pour le faire, donc je vais le faire. Puis au bout d'un moment, tu n'y arrives pas parce que ce sujet ne te parle pas. C'est ça qui est compliqué. Mais sinon, après, écrire, ça vient assez vite. Ouais. En parlant des Patalaï, il y a ton camarade Philippe Giangreco, avec toi sur scène, qui te suit depuis un certain nombre d'années, dont le père, je crois, était concierge dans le quartier. Est-ce que tu peux nous parler de, les marxistes appelaient les conditions matérielles d'existence, de la manière dont tu as vécu à Saint-Étienne, ton enfance, tes parents, d'où venaient-ils, et cette noblesse ouvrière, comme tu l'appelles? Que je ne retrouve pas toujours chez l'actionnaire. Alors d'abord, dans le quartier à Saint-Étienne, on n'a pas conscience de ça. Nous, les gosses, on n'a pas conscience. C'est quand Coluche dit les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours, que tu te dis, ah bah ouais, c'est vrai qu'à la maison, on avait ça aussi. Et je me souviens des marqueurs, c'est quand la paye arrive aux alentours du 5, on mange un steak. Il y a 3 steaks. Mon père, ma mère et moi, on mange des steaks. Putain, c'est bon, il est content. La semaine qui suit, on a du poulet. Oh, tu dis, c'est bon, on mange du poulet. Et à partir du 10-15 du mois, il n'y a plus de viande. Il y a des abats. Tu manges du foie. Des conserves. Ouais, de la conserve, de la cervelle. Mais si, regarde, une bonne cervelle. Alors, t'as une mère qui... Moi, mère travaillait en plus, mais t'as une mère qui essaye de faire en sorte que ça se voit pas. Donc, elle te fait... J'adore ça encore. Des rognons de veau. La tripa, t'aimes ça aussi? Oh, tu coupes ça en petits morceaux, tu mets ça avec de l'ail, des oignons et tout. Tu vas avec un filet de vinaigre dessus. Après, c'est bon. Et puis à un moment, il n'y a même plus la place pour les abats. C'est-à-dire qu'on mange des trucs qu'on appelle, à Saint-Étienne, on appelle ça les râpés. Tu prends des grosses pommes de terre, comme ça, bien farineuses, tu les râpes. Ça fait une espèce de bouillie. Tu la presses pour sortir toute l'eau. Puis tu mets un œuf dessus, du beurre, un peu des biscottes écrasées. Tu mélanges tout ça et tu passes ça à la poêle. Et ça te fait des espèces de galettes. J'adore ça, c'est super bon. Ça doit être bien bourratif, ça. Ah putain. Ah bah t'en manges 2, c'est fini, quoi. T'as plus faim. Mais tu sais, après, bien longtemps après, tu sais que si on t'a donné ça, c'est parce que il y avait plus le steak du premier du mois. Et que la fin de mois, elle était super dure. Moi, je le voyais pas. On faisait pas gaffe. Tu fais pas gaffe que t'as tes potes qui viennent manger chez toi.
dans les derniers jours du mois, ben, tes potes, ils viennent. Nous, sur le palier, j'en avais 2, ils venaient. Et ma mère les nourrissait. Et après, tu apprends que ben, eux, ils sont encore plus dans la merde que nous. Donc, eux, ils ont rien. Même pas les pommes de terre. Nous, on a la campagne, on va les chercher, mais eux, ils ont pas. Ah. Donc, tu comprends cette espèce de solidarité à un moment, mais tu le comprends longtemps après. Puis les communistes qui t'aident. Parce que nous, à l'époque, c'était l'amicale laïque de Saint-Étienne, tu vois, c'était de la rue de la Richlandière. C'est des cocos qui tenaient ça. Nous, on se foutait de leur gueule, mais c'était monstrueux. Ils nous supportaient. On leur piquait des trucs, on cassait. On venait pas. On venait que pour Noël pour chercher les jouets. Et quand t'arrivais, c'était par présence. Donc t'avais machin, bidule, 40 présences. Le mec qui venait, il avait le droit au petit vélo, au truc. Puis après, t'arrivais, Jean Gréco, Gassio, Moresco, Abad, tout ça. Une présence. On était venu le premier jour, il n'y avait rien, il nous restait des papillotes. Et on se battait pour piquer les papillotes. Mais ils nous ont aidés, ces gens, en nous disant, si tu voles celui qui est à côté de toi, bah, t'es complètement con. À la limite, va voler, va piller une banque, tu vas nous aider tous, mais va pas voler le mec qui est à côté de toi. Ce qu'on traduit aujourd'hui par on chie pas ou on mange. En gros, si tu vas piquer la bagnole qui est sur le parking de ta cité, qui va empêcher le père de ton pote d'aller bosser le lendemain matin, t'es le roi des cons. T'es un crétin. T'es pas un voleur, t'es un con. Faut pas me mettre en prison. Faut te mettre un bonnet d'âne et puis te promener dans la rue, quoi. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on vivait dans le quartier. Ça, les bagarres, les autres quartiers, quoi. Les quartiers qu'on n'aime pas, on sait pas pourquoi. J'ai jamais compris ça. Il y a des mecs qui venaient d'autres quartiers, on les aimait pas. C'était pas du tout. Alors là, il n'y avait pas de question ni de religion, ni de couleur de peau, de rien du tout. Hein. Nous, il y avait de tout. Mais juste, c'était d'un autre quartier. Donc, quand on se croisait, hop, boum. Ouais, ils m'ont tapé. Pouf, expédition punitive. Enfin, des conneries, quoi. C'était rigolo. Tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Mon père était maçon et ma mère papetière. Il travaillait dans une imprimerie. Et mon père maçon, ouvrier maçon. Il n'avait pas de société à lui. Et beaucoup chômeur. Il était très souvent chômeur parce qu'il touchait un peu de chômage et il faisait des fours à pizza au black. Donc ça faisait plus d'oseille. Parfois, on avait 2 steaks. C'était top. Dans la société stéphanoise, le peuple stéphanois, ce que tu dis, il y a l'incontournable chaudronnière de Geoffroy Guichard. Ça ressemblait à quoi à l'époque, quand tu étais petit? C'était un terrain de jeu. On allait... alors moi, c'était l'époque de Feu, Mitorage, Carnus, Bosquier, Durkovic, pas Kurkovic, hein, Durkovic, ailier droit, arrière droit. Et on allait, quand on avait une dizaine d'années, on allait aux entraînements, où tu pouvais rentrer comme dans un moulin, et le jeu, c'était de leur piquer des ballons. Et il y avait un mur assez haut, qu'on sautait, on arrivait à passer, on se démerdait, on était jeunes. Et on arrivait sur les terrains, et puis on se promenait. Et personne ne nous disait rien, hein, ils jouaient au foot. Et nous, notre truc, c'était de piquer un ballon et de le foutre au-dessus du mur. Et quand on l'avait foutu au-dessus du mur, on dit « on va le chercher, monsieur ». Et on se barrait avec le ballon. Et on avait un ballon de la SS, on se cassait les pieds dessus. C'était dur, ces ballons, c'était incroyable. Et après, on jouait dans le quartier. Et il y a un international algérien qui avait eu des problèmes à l'époque de la décolonisation. Il s'appelait Rachid Mekloufi. Et Rachid, c'était le tonton d'un copain à nous. Et il venait dans le quartier. Donc t'imagines, Rachid Mekloufi, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même... C'est l'équivalent de... Aujourd'hui, on dirait, je sais pas, c'était un Platini du coin. Un monument. Ah, c'était un monument. Et il était dans le quartier, il jouait au foot avec nous. Et on jouait au foot, vraiment, on essayait de lui piquer le ballon, et quand on n'y arrivait pas, on lui tirait le short. Hein, et ça le faisait rire. Et il venait là, c'était en toute simplicité. Et quand tu es né à Saint-Étienne, tu peux pas passer à côté de Geoffroy Guichard. Mon père m'a emmené au stade, j'avais 6 ans. Tu peux pas oublier ça. Quand j'étais petit, lui, il allait avec ses potes, c'était des places debout qu'il y avait des 2 côtés derrière les buts. Mon père se mettait toujours du même côté, en haut, à droite, avec ses copains à lui, Rital, ils étaient tous là en même temps, et il me mettait derrière le but, accroché comme ça, et il me disait « tu bouges pas, quoi qu'il arrive ». Et quand c'était des Saint-Étienne-Lyon, il y avait des bagarres, ça partait dans tous les coins. Ça commençait 2 jours avant, ça se terminait 6 jours après. Et là, tu te tiens, et tu as la bagarre derrière toi, et toi, tu bouges pas. Mon papa, il a dit de pas bouger, tu bouges pas, t'es là. C'est un grillage, tu le lâches pas, quoi.
Et à la fin, il arrivait, il disait, eh, viens. Et tu vois, il y a un petit truc là. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, rien, rien. Et participer, ce con-là. Et 30 ans après, je suis devenu administrateur de l'AS Saint-Étienne. Et j'ai emmené mon père dans la tribune officielle avec mes 2 garçons. Et on était tous les 4 là. C'est pas mal. Pas mal. C'était un match tout pourri déjà, à l'époque. Et mon père, il réagissait toujours comme quand il était dans les popus. Et qu'il parlait, mais non, mais l'enculé, putain. Et je dis, papa. Il y avait le maire qui était là, le président de l'autre club. Il disait, mais ton club, c'est une club de merde. Je dis, papa. Mais en même temps, il amenait de la vie là où il n'y en avait plus, quoi. Il n'y avait plus rien. Et ouais, Saint-Étienne, c'est incontournable. Il y a ça, la manufacture des armes et cycles et Manu France. Qui était sur le maillot à l'époque. Ouais. Bah ouais, avec le bleu, blanc, rouge et le Manu France. Putain, il était beau celui-là. Il gagnait encore à cette époque. Je pense qu'il vaut quelque chose aujourd'hui, ce maillot. Je crois que j'en ai encore un. T'as été en âge d'ailleurs de vivre le drame national de 76. Ah ouais, j'y étais, ouais. Moi, j'ai même vu la qualification avant. J'ai vu contre Kiev, je crois, on gagne, on perd 3-1 à l'aller, on gagne 4-1 en retour, un truc comme ça, ou 5-1, je sais plus. Et c'est Eugène Sacomano qui m'a dit, t'étais vraiment au match. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que l'anecdote que tu viens de me raconter là, il y a que ceux qui étaient au match qui pouvaient la voir, le match n'était pas diffusé. Je dis, ouais. Ou t'as Kurkovic qui garde la balle à la main, il gagne du temps, et je crois que c'est Lopez qui vient le voir, dégage, dépêche-toi. Il faut encore qu'on en marque un. Ah, pardon. Le mec pensait qu'on avait gagné, quoi. C'était extraordinaire, c'était vraiment fabuleux. Ouais, quand t'es là-dedans, c'est... Ah ouais, tu me renvoies à Saint-Étienne, là. C'est atroce. Justement, à cette époque-là, je crois qu'il y a quelques péripéties aussi. Tu vois un peu d'hachiche, tout ça. Oui, oui. On s'est pas bien comporté. C'est un concours de circonstances. Je travaille dans une imprimerie. Donc à l'époque, j'ai les cheveux là, faut savoir. 17 ans, les tifs sous le nichon. Je travaille en chemise blanche. Je mets des gants blancs. Pour pas me... Tu vois ce que c'est qu'une offset? Faut mettre l'encre. C'est salissant. Ça se met sous les ongles, ça part jamais. Et les ouvriers du livre, les CGT, étaient très fiers de ça. Ils disaient, mes mains, c'est des mains d'ouvriers. Ils étaient fiers. Et moi, je trouvais ça fier. J'étais fier d'être parmi eux. Mais si on peut avoir les doigts propres, c'est pas que pour moi, c'est pour les filles. Tu vois, quand tu te pointes à 17 ans avec les doigts dégueulasses, les filles, elles te regardent pas de la même façon que quand tu as les doigts propres, quoi. Et je suis dans cette imprimerie, et là, il y a un mec qui revient du service militaire en Allemagne. Il est rasé. Il a fait 18 mois en bataillon disciplinaire. Et il me regarde un peu, il me dit, oh, tu fumes? Non, je crois qu'il me parlait de clope, moi. J'étais vraiment à des années-lumière, hein, je te jure. Il me dit non, mais... Parce que moi, ici, j'avais un gros réseau. Et l'Allemagne, j'ai perdu mon réseau. Il faut recréer tout le réseau. Et moi, le mec, il me parle turc, quoi. Qu'est-ce que tu me dis, Manoglou? Faut être gentil, quoi. Et il me dit, tu vas m'aider. Et il vient me voir, peut-être, je sais pas, 10-15 jours après, avec un pain de shit. Et il me dit, il faut le couper en 10 grammes et on va le vendre. Alors, le couteau dans l'eau bouillante, tu connais, vous connaissez tous. Donc tu coupes les machins, tu fais tes petites barrettes. Et là, tu as des étudiants, des étudiantes, des petits qui viennent chercher le produit et qui payent avec ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'il y en a qui payent avec de l'argent, puis il y en a qui payent avec leur corps. Et là, tu te dis, mais ah ouais, c'est la belle vie quand même, c'est bien. Et puis tu vois ce que tu gagnes plus qu'en apprentissage quand même. Donc tu dis, ah ouais, c'est bien. Et donc tu commences à partir là-dedans. Sauf que quelques mois après, lui, il est pas comme moi. Moi, je trouve ça ludique. Alors je sais que c'est illégal, hein, mais je trouve ça ludique, pas si grave que ça. Je fume pas beaucoup, parce que ça me rend malade. Même encore aujourd'hui, s'il y a un pétard qui tourne, je tire 2 tafs, je tombe. Toi, ça sert à rien, tu peux pas me droguer, moi, parce que je suis malade. Donc, je suis à l'abri de ça. Pareil pour l'alcool. Si je peux boire un verre de vin, 2 verres de vin, au bout du 3e, je sens que ça commence à pas passer. 4 verres de vin, je suis malade. Donc, je peux pas boire ni me droguer. Bon, tant mieux, tant pis, j'en sais rien. Et ce pote, il passe à la cocaïne assez rapidement, puis à l'héroïne. Et là, t'as plus les petites étudiantes qui viennent chercher leur barrette de shit pour aller faire la soirée.
Hein, t'as des Mercedes en bas, des mecs bizarres avec de la grosse tache moutre, ils sont là. C'est quoi ces gens? Et moi, j'ai commencé à m'éloigner en lui disant non, ça me convient pas. Les mecs, ils te parlent mal en plus. T'es leur employé, donc ils te parlent très mal. Et j'aime pas ça. Donc je me tire. Comme je suis toujours dans l'imprimerie, je fais autre chose. Et ils se font tous arrêter. Personne me dénonce. Et je me tire garder des chèvres. Voilà. Comment ça se passe la montée à Paris quand tu viens de Saint-Étienne à cette époque, que tu es très jeune? Est-ce que tu te dis j'ai envie d'aller écrire, je veux juste me barrer de Saint-É ou t'es en quel état d'esprit à l'époque? Écrire, ça commence avant. Parce qu'en parallèle de tout ça, je vais beaucoup à la Comédie de Saint-Étienne, toujours pour suivre une nana, en fait. Et je découvre que je suis bête. Je découvre que j'ai aucune culture. Je connais rien, je connais que Molière, parce qu'on nous emmène aux matinées scolaires. Je ne sais pas si vous avez subi ça, vous, à votre époque, mais quand tu vas à une matinée scolaire pour Molière, t'as 150 mômes dans le noir, des pauvres mecs sur scène qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, et t'as 150 loups. Ça a traversé les générations, ça. Ah ouais, ça a traversé ça. C'est des loups qu'il y a là-dedans. Ça jette des avions, ça n'importe quoi. Enfin. Et moi, je me moque, je fais partie de la bande d'imbéciles qui se moquent du théâtre. Mais ma copine, elle adore le théâtre. Elle me dit, vous êtes des cons, vous êtes des ignares, vous êtes bêtes, vous comprenez rien à rien. Et puis au bout d'un moment, ça te touche quand même. Tu dis, mais je suis si con que ça. Et elle commence à te parler de, je sais pas, du Ionesco, de Shakespeare même, toi, et tu comprends rien. Et tu la suis à la Comédie de Saint-Étienne où tu rencontres d'autres gens. Et des gens qui ont un éclairage différent. Ils mettent le focus sur autre chose. Pour eux, Molière, c'est beau. Pour toi, c'est juste un moment, what the fuck. Et quand tu commences à apprendre, bah, ça devient beau. Tu commences à t'imprégner d'autres choses que ce qu'on te donne au quotidien. Et donc, j'apprends. Et quand je me fight avec mon père sur un sujet précis, sont des oranges traitées à Lima-l'Asile. Lima-Asile, je sais plus comment ça s'appelle. Et il me disait, si on te demande ce que c'est, tu dis c'est une orange, tu dis pas c'est une orange traitée. Et je dirais si c'est une orange traitée, je dis que c'est une orange traitée. Pim. Maçon, hein. C'est des mains, c'est du béton. Hein. Et encore, il tapait du côté de la 4 sols. Là. S'il tape du côté de la brique, c'est la main qui attrape la brique, la main qui a la 4 sols, c'est pas la même. La main qui attrape la brique, elle est en ciment, elle est cimentée. Donc s'il te met une claque, il te fond la tête. Faut savoir ça fait très mal une claque de maçon. Et il me mettait des baffes. Et à un moment, je lui ai dit, tu vois, je le dirai plus. Parce que si je dis quelque chose qui te gêne et que tu ne comprends pas, tu me frappes, ça me fait mal. Eh bien, je le dirai plus, je le penserai et je l'écrirai. Et j'ai commencé à écrire des choses comme ça à ce moment-là. Je devais avoir 14 ans, 15 ans. La Comédie de Saint-Étienne me permet de me servir du théâtre comme porte d'entrée dans l'écriture. Et puis après, c'est des rencontres. Quand je garde des chèvres, je lis des livres parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Quand tu gardes des chèvres, tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas à la traite, tu les emmènes dans un pâturage le matin, un pâturage l'après-midi. Le reste du temps, elles se gardent toutes seules, hein, les chèvres. Et donc, tu vas t'occuper des clôtures, tu vas t'occuper du jardin. Selon les moments, tu fais les foins, tu fais les blés avec les autres paysans. Enfin, tu t'occupes, mais tu lis. T'as oublié berger dans la description. Bah, ça s'appelle chevrier. Chevrier. Ça s'appelle chevrier. Tu fais du fromage. Et quand tu fais ça, bah, tu lis. Et moi, je lis Cyrano de Bergerac, je lis surtout Cyrano, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins dans la maison. Et ça donne envie de comprendre comment c'est écrit, comment un type a pu trouver ces mots-là, les mettre dans cet ordre-là, et faire qu'à la fin, tu as une histoire extrêmement belle et bien racontée. Et puis après, il y a la découverte d'autres choses. Il y a tous les films d'Audiard, évidemment, où tu te dis... puis la découverte de Charlie Hebdo aussi. Le jour où tu rencontres cet hebdomadaire, et que dedans, les gens qui écrivent un peu comme on parle, tu te dis, la littérature, c'est moins compliqué que Molière. Ça peut être ça. Ah, donc ça t'intéresse, tu vas voir. De ça, tu vas à Céline. Parce que Céline, il est censé écrire comme on parle. Dans Voyage au bout de la nuit, tu te dis, il écrit comme on parle. Mon cul, c'est super travaillé ce qu'il fait. Mais à l'époque, tu le vois pas. Et tu te dis, oh, ça j'aime bien. Et ta fiancée te dit, bah, si t'aimes ça, lis ça, lis ça, lis ça. Et là, tu te bourres de bouquins, parce que tu t'évades. C'est extraordinaire.
Donc la montée à Paris, c'est ça. C'est une suite d'événements qui font que tu rencontres une autre nana qui habite à Paris, et puis tu y vas. Tu vas la rejoindre. Saint-Mandé, elle était à Saint-Mandé. La banlieue cossue du Val-de-Marne. Ouais. Ouais, mais je m'aperçois qu'elle est pute, donc tu vois. Ça n'a pas changé vers Vincennes. Ah ouais. C'est toujours pareil, je sais pas, j'y vais pas. Mais je dis, bois de Vincennes, il y a les camionnettes, là, c'est là qu'elle est. Ouais. Et non, mais elle était un peu. Elle arrondissait ses fins de mois, quoi. Sauf que tu peux pas habiter avec une prostituée, c'est pas possible. Parce que sinon, t'es Julot casse-croûte, ça s'appelle. T'es pas proxénète, t'es Julot casse-croûte. Proxénète, tu piques l'oseille. Julot casse-croûte, tu profites de l'oseille. Et c'est pas confortable, quoi. Mais là, en même temps, je découvre des copains de la Comédie de Saint-Étienne qui travaillaient à Paris, au Carré Sylvia Montfort, qui était rue Réaumur à l'époque. Je les rencontre parce que je traîne dans les quartiers de théâtre. C'est ça que tu fais quand tu as envie. Et puis j'en rencontre un ou deux, puis on me propose du boulot, puis je le fais, et puis de fil en aiguille, tu restes à Paris, quoi. Est-ce que tu es politisé à l'époque? Est-ce que tu votes? C'est quand même les débuts des années Mitterrand. Non, 81 à peu près. Je suis politisé avant. La politique, elle commence à Saint-Étienne dans l'imprimerie. D'abord, tu peux pas rentrer dans l'imprimerie si t'es pas à la CGT, le syndicat du livre, c'est eux qui tiennent tout. Mais il y a un autre syndicat à côté qui s'appelle la CNT, la Confédération nationale du travail, et c'est des anards, et je les aime bien. Et j'aime bien les anards parce qu'il y a des vieux Espagnols qui sont avec eux tout le temps. Eux, c'était la FAI, la Fédération anarchiste internationale, je crois. Et c'est les anciens de la guerre d'Espagne. Donc moi, je connais leurs enfants, leurs petits-enfants, et eux, ils sont toujours là. Et ils te disent, mais les communistes, c'est des enfoirés, ils ont travaillé avec Hitler, c'est eux qui nous ont vendus. Les socialistes, c'est encore pire. Tu te dis, ah bon. Et là, tu commences à lire Stirner, Bakounine, Proudhon, et tout ça. Tu te nourris de bouquins et de ce qu'ils disent. Et ouais, je suis politisé. Je suis pour la reprise individuelle à un moment. Ça, c'est Proudhon. C'est à un moment, t'as le droit de piquer, quoi. T'as le droit de piquer des trucs si t'en manques. Je sais pas si tu trouves marrant ce qu'on lui fait dire à Proudhon aujourd'hui. Vas-y. À Proudhon, c'est un petit peu... je veux dire, c'est la ligne un peu Onfray qui s'en prévaut aujourd'hui, et on lui fait dire des choses parfois qu'il n'a pas dites. Oui, mais c'est l'avantage d'être philosophe vieux et mort. C'est-à-dire que ceux qui récupèrent font dire ce qu'ils veulent. J'en veux pas. Onfray, j'ai pas bien saisi son positionnement encore. Quand il parle de souveraineté nationale, moi, j'ai rien contre la souveraineté nationale. Il faut juste en donner une définition qui me convienne. Pour moi, être souverain chez soi, ça veut dire que tous ensemble, tous ceux qui habitent dans un espace donné, alors on va dire la France, puisqu'on est en France, doivent pouvoir dire, voilà comment je souhaite être gouverné. Dès l'instant où ça c'est souverain, le peuple choisit par qui il va être représenté, provisoirement. Parce que ça peut changer à chaque élection. Ça me va. Dès l'instant où on choisit quelque chose ici, en France, et que ailleurs, d'autres gens décident d'autre chose, et que ces lois d'ailleurs sont imposées à la France, ça me pose un problème. C'est un problème juste souverain. Je sais que le Front National dit ça. Bon, s'il dit qu'il pleut et qu'il pleut, je veux pas dire qu'il fait beau, hein. Et je voterai jamais pour eux. Jamais. Parce qu'ils sont, à côté de ça, d'abord, ils sont les héritiers, parti fondé par des nazis. Bon, j'ai été un des premiers, dans les années 90, à dénoncer Adolf Hitler. Que ce soit clair, ce monsieur n'était pas blanc-bleu. Et alors déjà, maintenant, quand tu dis ça, on te dit « Ah oui, tu rigoles avec Hitler ». Ouais, je rigole, j'en ai rien à foutre. Il est mort, c'est fini, c'est terminé. On a réglé le problème, normalement. Ce qu'on n'a pas réglé, c'est le problème de racisme, c'est le problème de peur, c'est le problème social qui crée Hitler. Hitler, il vient pas comme ça. Hein. Si tout le monde est heureux, tu ne tournes pas vers un con pareil. Quand tout le monde est dans la merde, il suffit qu'il y en ait un qui arrive comme lui, qui est un peu plus charismatique que tous les autres, qui est un peu mieux encadré que tous les autres. Tout le monde dit ah ouais, on est d'accord avec lui. Non, mais il dit des conneries quand même. Il est allé en prison. Il a écrit un bouquin, on l'a mis en tôle. Parce que... Ah non, ah bon, d'accord, on s'en foutait. Ok, allez-y alors. Et donc, j'ai été politisé bien avant. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ton expérience et ton passage chez Bouvard? Qu'est-ce que ça t'a apporté? De l'argent.
Alors, Bouvard, c'est très bizarre. D'abord, je ne suis pas un cracheur dans la soupe. Sinon, tu te casses de la soupe. Voilà. Mais j'aime bien renverser la table sur laquelle on me la sert. Ça ne me gêne pas. Bouvard, c'est confortable. Bouvard, il est derrière une table dans le hall du pavillon Gabriel à Paris. Et on passe des auditions devant lui. Généralement, il se fait servir à son déjeuner parce qu'il est très occupé. Il bouffe pendant que tu fais des sketchs. Et il fait « Non. Oui, on enregistre jeudi. Non. Oui. » Et il te donne aucune explication. Ce qui fait que c'est assez confortable. Tu fais ce que tu as à faire. S'il te dit non 9 fois sur 10, c'est qu'il y a un problème. S'il te dit non 1 fois sur 2, améliore-toi. S'il te dit non 1 fois sur 10, c'est bon, vas-y, continue, gagne ton oseille, tu fais ce que tu veux. C'est ce que tu aimes. Tu te forces pas à le faire. Sauf que moi qui aime écrire, ça m'a appris à désécrire Bouvard. En fait, tu n'écris pas. Tu cherches un sujet, tu cherches les gens capables de traiter le sujet avec toi, et puis tu gardes le meilleur des impros et tu l'enregistres. Mais tu n'as jamais rien écrit. C'est pas structuré, c'est un vrai bordel. Donc c'est les personnalités qui s'expriment. Moi, j'ai ramé. Je ramais, mais c'était extraordinaire. Moi, il me fallait du temps, il fallait que je réfléchisse. Est-ce que je dis ça? Est-ce que je... Et là, tu avais Las Palais qui arrivait, qui faisait « Bonjour ». Et tout le monde était mort de rire. Tu dis « Ah merde, il y a des gens qui passent mieux que d'autres, c'est tout ». C'est là que j'ai appris que j'imprimais pas l'écran. Il y a des gueules. Il y a des gueules, ouais, bien sûr. Mais il faut tout. Il faut réussir dans ce métier de communication. Il faut une gueule, il faut un discours, il faut une façon de vendre le discours. Il faut une capacité à tenir ce discours sur la longueur pour qu'il y ait une cohérence. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont une partie. Donc on dit « Ah, c'est pas mal ce que tu dis. » Mais tu es incapable de le vendre, donc personne ne le verra jamais. Désolé, au revoir. Et donc c'est un long travail. Mais Bouvard, ouais, c'est une bonne période. La dernière fois que je l'ai croisé, c'est il y a des années, une dizaine d'années. Je crois que c'était... on faisait Ardisson en même temps. Je devais faire la promo d'un livre ou je sais pas quoi. Il m'a pas reconnu. Il était au pâquerette. Du coup, on va passer les années. Je sais pas si, en rétrospective, tu te rends compte, mais pour la génération qui est la mienne, par exemple, moi, je viens d'avoir 30 ans, le Canal des années 90, c'était un truc de ouf. Dans le sens où on trouvait des choses dans ce canal-là qu'il n'y avait dans aucune autre chaîne. Je me souviens pas, par exemple, à l'époque, où on allait regarder 5 minutes une émission comme Les Guignols, c'était genre le rituel. C'était le rituel où on retrouvait... Moi, j'ai arrêté en 2007, donc t'as pas dû voir ma période. Ah si. À l'époque Ben Laden, l'époque début Chirac, etc. On était petits, mais on regardait Les Guignols. Ah ouais. C'était déjà l'époque PSG Veil Lodzic, bien après. Ouais. Donc on l'a regardé. Est-ce que tu peux nous raconter déjà la transition vers Canal, comment ça s'est fait, et l'arrivée aux Guignols? Alors, l'arrivée aux Guignols, elle se fait par Jean-François Alain, avec qui j'ai travaillé 2 ou 3 ans avant à Europe 1. Je l'ai engagé en fait à Europe 1 comme auteur pour André Lamy. C'est une expérience dont il faudrait parler aussi, ça, un jour, mais bon. Et pendant qu'il travaillait pour Europe 1, il y avait cette émission qui était en train de naître à Canal, qui s'appelait Les Arènes de l'Info, et il est allé essayer de travailler pour les arènes. Je crois il écrivait des sketchs et tout ça. Et puis j'ai plus vraiment suivi. Et puis au bout d'un moment, en 90, 91, il y a eu un putsch organisé par Benoît Delépine et je sais plus qui, contre les gens qui faisaient l'émission, qui leur disaient vous faites de la merde et il faut faire un vrai JT, il faut faire un... Et De Greff a dit ok, c'est Delépine qui gagne, faites un JT. Et ils ont fait ce JT avec, je crois qu'il y avait Gouriot, Jean-Marie Gouriot et j'oubliais son nom, François Rollin, qui travaillait aussi. C'est des personnalités particulières. Rollin est un personnage particulier. C'est un mec extraordinaire, mais il est particulier. Pour travailler en équipe avec lui, ça ne va pas être simple. Et Rollin, Jean-François me disait, il est capable d'écrire un JT en 20 minutes et t'expliquer pendant 5 heures pourquoi il ne faut rien toucher. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre le temps de te dire on ne touche à rien. Bon. Et ni les uns ni les autres n'en pouvaient plus de travailler ensemble. Et Jean-François et Benoît ont fait Les Guignols tout seuls pendant 6 mois. Ils étaient rincés.
Moi, à la même époque, j'avais écrit les spectacles de Tim Seat et de Charlotte de Turckheim. Je vivais bien. Je jouais au golf. J'étais bien, quoi. J'étais bien dans la vie, très bien. Et on va faire une promo à Nulle part ailleurs, Tour Olivier de Serres, et Jean-François et Benoît viennent me voir en me disant « Viens travailler avec nous ». Moi, la quotidienne, je connais un peu, je l'ai fait avec André Lamy, je l'ai fait avec Bouvard, ça te bouffe la journée, hein, t'es mort. Donc tu peux plus aller jouer au golf. Tu te lèves tôt. Putain. Moi qui voulais pas me lever. C'est ce qui me mène dans la vie. Je voulais pas me lever tôt le matin. Mon truc, c'est de me lever quand j'ai plus sommeil. Si c'est à 3h du matin, je me lève à 3h. Si c'est à midi, je me lève à midi. Je veux pas qu'on vienne me dire, il faut que tu te lèves pour aller faire ça. Je déteste ça. Et donc, ils me disent, viens travailler. Et comme on ne dit pas non à des gens qui te disent, je t'aime bien, je suis allé travailler avec eux pendant... J'aurais dit, je vous fais une semaine, et puis on voit ce qui se passe. À la fin de la semaine, j'ai dit, j'arrête. C'est un boulot de fou. Une exigence incroyable. Jean-François avait une exigence absolue sur les textes, sur l'esthétique de l'émission, les synthés, les lucarnes, il fallait que ce soit parfait. Et Benoît, il partait dans tous les sens, il avait des idées tout le temps. Et toi, tu es au milieu de tout ça, tu dis waouh, moi, il me faut du temps, oh là là, je veux pas y arriver. Et je dis que j'arrêtais. Et De Greef est venu me voir en me disant, faut pas que tu arrêtes. Et il a trouvé les mots pour que je reste. Et je suis resté 16 ans. C'est pas mal pour un mec qui voulait partir. Putain. J'ai voulu partir plein de fois, hein. Mais je pouvais pas. Quand j'ai voulu partir, Benoît et Jean-François sont partis, il a fallu que je forme une autre équipe. J'ai travaillé 2 ans avec cette équipe, 3 ans peut-être, je sais plus. Puis ils sont partis, il a fallu que j'en crée une autre. Dans la dernière avec laquelle j'ai travaillé, qui avait Ahmed Hamidi, Lionel Dutemple, Julien Hervé. On a travaillé tous les 4 jusqu'en 2007. Et moi, en 2000, je leur dis, je vous donne les clés du camion, je me tire. Lescure, il me dit, non, ça fait 1 an qu'ils sont là, il faut que tu restes encore au moins 1 an. Fais-moi plaisir, fais encore au moins 1 année. Bon, d'accord, tu fais encore 1 année, à la fin de l'année, il se fait virer, tu peux pas partir. Tu es obligé de rester, tu le défends. Puis après, tu te dis, ça devient un combat. Je suis dans un endroit que je dois défendre, non pas pour défendre mon beefsteak, mais pour défendre la chaîne. Parce que il y aurait tellement à dire là-dessus. Mais la stratégie de Messier, en 2002, elle est bonne. C'est d'avoir les contenants et les contenus. Mais il a raison. Tu avais pris à l'époque, t'étais le fer de lance de la contestation de J2M. Oui, bien sûr. J6M même. Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Mais il était... sa stratégie, elle n'est pas bête. Franchement, si tu as le contenu et le contenant, tu es maître du monde. Sauf que tu peux pas avoir les contenus et vouloir les contrôler de façon drastique et les contenants en achetant n'importe quoi. Parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent et que le contenu, avant qu'il arrive dans le contenant, il lui faut 3 ans pour être fabriqué. Le contenant, tu l'achètes, tu l'as 2 jours après. Hein. Donc c'est le contenant. Ouais. Et le fait de demander à Lescure et c'était qui était là avec lui aussi, je crois que c'est Oliven, d'aller très très vite pour se débarrasser de l'Italie. C'est une espèce de stratégie qui fonctionnait pas, qui pouvait pas fonctionner. Il fallait du temps. Et lui, il n'en avait pas. Il avait acheté... qu'est-ce qu'il avait acheté? Un truc 20 milliards de dollars. 23 milliards, je crois. 23 milliards de dollars. USA Today, c'est ça qu'il avait acheté. Ouais. Alors qu'on avait Vivendi, Universal, on avait les studios Universal. Il fallait prendre 3-4 ans pour consolider. Tu vois, tout le monde pensait ça. On va consolider, on va créer des ponts entre Hollywood et un studio européen qu'on va créer. On va faire des coproductions. Ça va être génial. On va devenir les maîtres du monde. On va être géniaux. On va faire plein de choses. On va créer. L'autre, il va acheter USA Today. Et en plus, il paye en monnaie de singe. Toi, il va leur expliquer qu'il va échanger des actions vis-à-vis. Tu te souviens de ce portail? Bien sûr. Il y avait un portail vis-à-vis. Il n'y avait rien dedans. C'était les débuts, enfin pas les débuts, mais Internet dans sa phase embryonnaire, quoi. Et il voulait concurrencer Google. C'est-à-dire que vis-à-vis, c'était censé être Google. Et c'est chaud, hein. Quand tu y vas, tu as intérêt de ne pas y aller en slip. L'autre, il y est allé, slip, chaussettes, survette. Toi, il a pris des tartes. En plus, c'était en plein hiver. Il s'est gelé les pieds. Enfin, toi. Et c'était une catastrophe. Et, cette époque, elle t'a d'ailleurs coûté. Moi, je l'ai suivi bien après, mais il y a eu une affaire d'espionnage où tu as été suivi, tu as été espionné. C'est même allé, je crois, jusqu'à une tentative, ou en tout cas un plan pour t'assassiner. Ouais. Il faut que tu nous le racontes.
C'est quand même. Oh, putain, mais on est. Ah oui. Et ça va rester pour toujours sur tu, Internet, on est d'accord. tu parles comme quelqu'un qui a toujours vécu ça de manière. C'est quand même. C'est pas tout le monde qui vit une affaire pareille. Non, mais parce que je l'apprends après. Ça se passe en 2002. Ensuite, je vais travailler, je crois que c'est à RTL, avec, je crois que c'est Pascal Clark qui faisait une émission qui s'appelait On refait le monde. Elle l'a fait pendant un petit moment à RTL. Et j'étais avec elle et avec il y avait un éditeur dans cette émission qui s'appelait Guy Berenbaum. Il y a un mec formidable. Et il me dit un jour, il me dit, faut que je te parle d'un truc. Oui. Alors, assieds-toi. Il y avait mon fils qui traînait comme ça. Je l'éloignais un peu. Tu vois, il était petit, il va avoir 5 ans, 6 ans. Il dit, on a essayé de te tuer. T'as essayé de me tuer, toi, perso? Comment ça se passe? Il me dit, non, on a essayé de te tuer. Il y a eu un dossier pour te tuer. Qui, quoi, qu'est-ce? Il me dit, si ça t'intéresse, je te donne le dossier. Il y a un livre qui va sortir, là, et je raconte ça dedans. C'est un ancien de la DGSE, du service section de la DGSE, qui s'appelle Pierre Martinet. Je peux le citer maintenant, parce que l'affaire a été jugée, elle est classée, ils ont tous perdu leur process. Donc, on a démontré que j'avais raison. Et il va t'expliquer ce qui s'est passé. Je dis, ouais, vas-y, fais péter, ouais. Et le mec me dit, voilà, on m'a demandé à Canal, donc il désigne 2 personnes, elles m'ont demandé de te suivre et de te discréditer en mettant de la drogue dans ton scooter et de dire que tu étais un dealer. Non, c'était avant ça, c'était à l'imprimerie. Mais je supporte pas la drogue. Pourtant, tu gagnais bien ta vie pour te mettre à dealer. Ah ouais, c'était un risque énorme. On va te choper sur l'argent aussi. T'as plein d'argent. Et on va payer une pute pour venir te draguer. Puis elle va porter plainte, elle va dire que tu l'as violée. D'accord. Je dis, mais c'est crétin, parce que pour l'argent, il suffit d'aller à la compta, c'est vous qui me payez. Donc, si vous voulez savoir combien je gagne, vous allez à la compta. La drogue, bon, bah, vous me planquez de la drogue dans le scoot, ok, je me fais arrêter, ok, mais après, on va me faire des prises de sang, il va y avoir plein de choses dans les cheveux, tout ça. Tout le monde va voir que je me drogue pas. Et dealer, il va falloir quand même le démontrer. Alors, ça va me salir dans un premier temps, mais sur la longueur, ça tient pas. Un dealer, il faut quand même qu'à un moment, il aille se déplacer dans des endroits, surtout si je suis grossiste. Il va falloir que j'aille dans des endroits, que j'ai des gens pour vendre, que j'ai des contacts. Et un juge ou des flics vont très vite se rendre compte que c'est bidon. Quant à la pute qui me viole, que je viole, vous avez intérêt d'être sûr qu'elle n'a pas un passé un peu bizarroïde de pute, parce que sinon, elle peut, pour une somme d'argent un peu plus élevée que celle que vous lui aurez donnée, témoigner en ma faveur en disant c'est eux qui m'ont payé. Donc c'est très aléatoire votre truc, ça fonctionne pas. Et là il me dit, et en plus il y a eu un dossier homicide, c'est moi qui l'ai monté. Ah. Et il me donne un dossier, 30 pages, avec tous les détails, les photos, les plans d'infiltration, d'exfiltration des gens qui vont me farcir, dans mon restaurant à Égalière. Et tu as tout, quoi, la poubelle qui tombe, là où on me barre la route, comment on me tue. On me tue avec un manche de pioche. C'était ton côté Trotsky. Ah ouais, le piolet, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aurais accepté. Et en fait, je lui demande, mais pourquoi un manche de pioche? Il me dit, bah parce que tirer une balle dans la tête, c'est du grand banditisme. Et c'est pas crédible. On peut pas faire sauter ta voiture. Là, c'est du terrorisme, ça fonctionne pas, t'es pas cadré. Par contre, t'as une vie sexuelle un poil débridée, il y a des maris jaloux, des concurrents jaloux, une bagarre qui tourne mal, un coup de bâton sur la tête, ça marche. On ne retrouve jamais la personne, ça marche. Ah ouais, d'accord, ok. Et je dis, pourquoi vous ne l'avez pas fait, en fait? Il dit, parce que quand on a posé ça devant les yeux des gens qui devaient payer pour que ça se fasse, ils ont dit, ouais, non, mais on ne peut pas juste lui casser une jambe. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pour te protéger. Et Pierre Martinet m'a dit, je t'ai protégé, parce que j'ai tout fait à l'envers. Tout ce qu'on m'a appris à la DGSE, je l'ai fait à l'envers. J'ai payé avec ma carte de crédit, j'ai téléphoné de l'endroit où j'étais, j'ai borné, mon téléphone a borné chez toi, il a borné dans ton restaurant, il a borné dans tous les rendez-vous que j'avais autour. Ne t'inquiète pas, si on fait un procès, je sors tout et on gagne. Tu dérangeais qui à l'époque à ce point?
C'est difficile de le dire. Je sais que les deux personnes, j'ai oublié leur nom en plus. Non, Gilles Caélin et Gilbert Borelli. Ces deux personnes étaient chargées, entre autres à l'époque, des moyens généraux de Canal et de la sécurité de Canal. Et c'est une époque où à Canal+, Messier venait de virer Lescure, le numéro 2, Oliven, était parti. De Greff, c'est pas du tout son rôle. Il y avait un pouvoir flottant. Et quand il y a un pouvoir qui flotte, c'est la sécurité qui prend le pouvoir, toujours. Alors, qui a demandé à ces deux personnes de faire ce qu'elles ont fait? Au tribunal, on a dit qu'elles l'avaient fait toutes seules. A priori, il y a des personnes au-dessus qui ont dû dire « Faites-moi taire ce crétin ». Mais les personnes au-dessus, je les connais pas. Enfin, je les connais, mais je peux pas en parler parce que ce serait de la diffamation. Ça n'a pas été jugé dans ce sens-là. Donc, ouais, c'est compliqué de savoir qui a vraiment donné l'ordre. Mais il y a eu un ordre. C'est classe, hein. Tu fais une émission de marionnettes et puis à la fin, tu te retrouves avec... Tu fais du chemin depuis Saint-Étienne. Putain. Ah bah, il est loin, Kurkovic. Hein. J'ai joué au foot avec lui. On a joué au foot. Une équipe de foot s'appelait les Globetrotters du foot. Il n'y a que des anciens pros. J'étais gardien. Et j'avais Kurko qui jouait en numéro 6. Il ne voulait pas jouer dans les buts, c'est normal. Et il y avait un milieu de terrain, Huc, Guillou, Jouve, qui est l'ancien de l'OGC Nice. Il y avait Haribar derrière. Jean-Luc Haribar. Ouais, Jean-Luc Haribar qui jouait numéro 5. Il y avait Didier Six à gauche. Herbert Léonard à droite. Sauva. Et on jouait là. Et un jour, il y a un coup franc, 20-25 mètres. Je suis dans les buts et je place le mur. Et tu places ton mur et t'as Yvan Kurkovic qui est là. Yvan, si tu veux, tu te mets dans le mur. Il dit, ouais. Il va se mettre dans le mur, il regarde, et puis il prend le mur, il le déplace. Je dis, non, Yvan, là. Il me dit, non. Il déplace le mur. Je dis, non, mais là, il y a un trou. Il me dit, ouais. Mais lui, qui va tirer, c'est pas Platini. Toi, tu restes là, il te donne dans tes bras, ou ça part d'un nuage, va, t'occupe. Et toi, t'es là, tu dis, ouais, mais enfin, il y a quand même un putain de trou, hein. Et effectivement, moi, je plaçais le mur comme pour un tireur de coup franc de D1, toi, ou international. Lui dit non, lui, il n'est pas Platini, jamais il va enrouler comme ça, là, jamais. Et donc, on a fait ça. Et le ballon est passé 17 mètres au-dessus. J'ai levé la main, tu sais, quand même. Tu sais, tous les gardiens, quand ça passe très haut, ils sautent. Genre, je l'avais. Genre, je maîtrise. Non. Pour revenir à une époque, comme tu dis, un peu plus joyeuse avec des marionnettes, à quel moment vous vous rendez compte au sein de l'équipe que ce que vous êtes en train de faire, ça a vraiment un impact politique, sociétal? Parce que moi, tu parlais de mon âge tout à l'heure, j'avais 5 ans, mais je me souviens de manger des pommes. Mais c'est con. Super menteur, après, c'est venu après. Ouais. Mais c'est des trucs, on s'en souvient, quoi. Je sais pas si on est important. Enfin, en tout cas, nous, on n'en a pas conscience pour une raison qui est simple, c'est qu'on ne veut pas avoir de contact avec les hommes politiques, les journalistes, l'extérieur, on ne regarde pas trop. Mais on se rend bien compte que pendant la période 93-95, et particulièrement 95, début 95, juste avant les élections, 3 mois avant, beaucoup d'émissions de politique commencent par « Les guignols ont dit que ». Qu'est-ce que vous répondez aux guignols qui ont dit que? Vous trouvez pas ça injuste, les guignols qui pensent que? Et en fait, les journalistes, tu te dis, ils ont lâché Balladur. Ça fait 2 ans qu'ils font sa campagne, mais là, ils viennent de le lâcher. Et ils permettent à Chirac de s'exprimer à travers la marionnette qu'il a maintenue en vie pendant 2 ans. Parce que la stratégie en face, elle était quand même assez claire. Tout ce que va faire Chirac maintenant, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il l'envoyait quand même... Paris Match, ils l'avaient suivi, il était au Vietnam ou je sais pas où. Il était là-bas tout seul avec un chapeau. Il avait vraiment sur les photos la tête du mec qui dit « Qu'est-ce que je fous là ?» Il y avait sa femme à côté qui est « Pourquoi on est là ?» Et nous, en disant « Mon boulot de dans 2 ans, putain, je m'emmerde », et tout ça, on l'a maintenu en vie. On l'a maintenu dans l'actualité. Alors certes, c'était que sa marionnette, certes, c'était que dans les guignols, mais il était toujours là, tous les jours. Et petit à petit, on commençait à présenter Balladur comme le futur candidat. Et lui, il disait « Non, on a un deal avec mon ami de 30 ans que j'ai depuis 10 minutes, là. Il sera jamais président. Hein, que tu seras jamais président. Ouais, non mais dis-le. » Et en fait, Balladur, on lui faisait jamais dire ce qu'il faisait d'ailleurs. Je serai président. Donc Balladur disait, je ne serai jamais président du PSG. Des trucs de conneries. Et
tout ça finissait par créer une petite musique et un climat de trahison. Tout le monde pensait Balladur va finir par le trahir. Et quand Balladur a dit j'ai décidé de me présenter, tu te souviens? Il transpirait comme... Je me souviens aussi, je crois que c'était le lendemain ou quelques jours après, le Chirac avec plein de couteaux dans le dos. Ouais. Ça va, ouais, ça pique un peu. Ouais, et l'autre, il se présente. Et au moment où il se présente, tout le monde dit ah ouais, les Guignols avaient bien dit que... Sauf que Chirac avait fait un truc, je crois, à l'époque, il faudrait demander quand même à sa famille, paix à son âme. Pendant ces 2 ans-là, il est allé toutes les semaines visiter toutes les fédérations RPR de France. C'est-à-dire qu'il allait dans des villages, c'est même pas sur la carte. Ah, il a labouré. Il a labouré. Et le jour où il a dit je me présente, tout est sorti de terre. Et en 1 mois, Balladur est passé de 70% d'intention de vote. Il faut pas oublier que Sarkozy avait dit c'est historique, Édouard Balladur pourrait être élu dès le premier tour. Ah bah oui, c'est historique, il a fini 4e. Ouais. Tu l'as fait payer à Sarkozy, j'ai souvenir, et j'ai revu la vidéo pas plus tard qu'hier, nulle part ailleurs, quand il reçoit Sarkozy, tu le défonces pendant 5 minutes. En mode Sarkozy, en fait, tu as le flair pour flairer les losers, etc. Tu les viscères. Ah bah oui, il était supporter du PSG, à l'époque, il faisait 5 fois 2e. Donc, ouais, je lui ai dit, ouais, vous êtes avec Seguin en ce moment. Il doit serrer les miches. Ben oui, mais il y a des choses qui viennent de ton enfance qui sont difficilement contrôlables. Notamment, ne pas aimer quelqu'un. Je pense que tu peux pas caricaturer si t'aimes pas un peu. Chirac, on n'a jamais voté pour lui, je crois. Enfin, je parle pour les 2 autres aussi à l'époque, mais je pense pas qu'ils aient voté Chirac. On n'a jamais su pour qui ils votaient. Je pense qu'ils votaient à gauche, j'en suis pas sûr. Et quelle gauche, j'en sais rien. On avait en commun la détestation de Giscard. Parce que c'était une noblesse plus ou moins usurpée, une arrogance insupportable, un paternalisme vis-à-vis des Français, et chaque fois que tu le voyais, tu avais l'impression qu'il te prenait pour un con. Il disait, vous n'êtes rien. Taisez-vous, je sais, moi je sais, tais-toi. Fous le camp. Et c'était juste insupportable. Moi j'avais 14 ans à l'époque, je dis, mais j'aime pas cette personne. Et tous les gens autour de moi disaient, mais il est suffisant. Oui, moi aussi, il me suffit, ça suffit, il faut qu'il parte. Et on avait la même détestation, je crois, pour Sarkozy, qui était tout ce qu'on détestait chez les petites frappes. Tu sais, dans le quartier, les petites frappes, les mecs qui te font chier tout le temps. Ouais, tu vas faire comme mais arrête, putain, calme-toi. Et il avait ce côté petite frappe tout le temps. Je la ramène. Et t'avais envie de lui dire, putain, tu la ramènes, mais viens, on se met 10 minutes tous les deux, viens. 10 minutes, même pas, donne-moi 3 minutes. Tous les deux, dans un coin, viens. Et ça, tu peux pas le faire. Et j'avais ce truc vers lui. Et c'était très difficile. C'est pour ça que j'ai arrêté aussi en 2007. C'est difficile de caricaturer quelqu'un avec qui tu vas être fondamentalement méchant. Et la caricature, elle doit avoir quelque chose quand même de bienveillant. Il faut que tu dises à quelqu'un, quand tu le caricatures, tu as des défauts, évidemment, tu les vois, c'est gros. Mais on peut aller boire un coup. Ça me gêne pas de parler avec toi. Sarkozy, ça me gênait. Ça m'aurait gêné de parler avec lui. Tu as beaucoup exploré d'ailleurs, ce que je pourrais appeler les limites de l'humour. T'avais écrit un bouquin, et de la liberté d'expression. Tu avais écrit un bouquin avec Bilger, je crois, à l'époque, avec Dieudonné. On a assez fait le reproche. Pour toi, c'est ça la limite de l'humour, c'est la méchanceté? Non, l'humour est toujours méchant. L'humour finit toujours par blesser quelqu'un ou une institution. L'humour finit toujours par être contre quelque chose. C'est une réaction, l'humour. L'humour absolu n'existe pas. Ou alors, c'est pas de l'humour, c'est de la poésie, c'est autre chose. C'est pas la méchanceté qui est la limite. C'est la récurrence dans la méchanceté. C'est-à-dire, quand tu t'obsèdes sur quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Une caricature, elle dit beaucoup sur celui qui fait la caricature, et moins sur celui qui est caricaturé, je trouve. Faire une caricature sur quelqu'un et appuyer près de la plaie tout le temps, en disant, ça fait mal, hein, quand je fais ça. Ouais, j'ai mal, ouais. T'as mal, là, hein? Ouais, j'ai mal, ouais. Arrête, ouais. Ça fait mal, hein? Ouais. Et là, ça fait encore plus mal. Ouais. Si tu fais ça, t'es un sadique. Une fois que t'as dit ce que t'avais à dire, c'est dit.
Tu peux le redire 1 an après pour faire des piqûres de rappel. Mais quand tu t'acharnes sur la même personne, sur le même groupe de personnes, tout le temps, alors c'est que toi, tu as un problème avec ce groupe de personnes. C'est pas possible autrement. Ou alors tu es complètement con, ce qui est une possibilité aussi. Mais on ne peut pas caricaturer en étant complètement con. Il faut avoir une réflexion pour trouver d'abord ce qui est caricaturable et ensuite pouvoir le répéter longtemps. Et la limite pour moi, c'est la récurrence. Quand tu sais que tu fais du mal à quelqu'un et que ce quelqu'un ne mérite pas qu'on le tape parce qu'il n'est pas plus dangereux que ça, si tu veux, toi, c'est pas. Alors il faut savoir dire ok, j'arrête. Le récepteur, lui, il sera toujours d'accord pour dire vas-y, envoie-moi de la saloperie, j'aime ça. C'est à l'émetteur de dire je vais couper le fil, parce que ça sert à rien. Ce que je fais maintenant dérange plus que ça arrange. Et ma limite, moi, c'est ça. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as arrêté les Guignols? Ça a participé ou c'est un petit peu lassitude? Parce que les gens ne se rendent pas compte aussi. Tu as utilisé un argument, je crois que c'était chez nos amis de Tinkerview, où tu racontes quand même que les Guignols, pour une émission de 5 minutes, c'était devenu une machine de guerre avec des centaines de salariés. Ouais. Et en termes de modèle économique, ça devenait plus ou moins obsolète, que tu le comprenais. Est-ce que tout ça, ça participe à ta réflexion ou c'est vraiment que tu es arrivé à la fin d'une aventure? Alors moi, j'arrivais à la fin d'un cycle, c'est sûr. Et je pense que les Guignols, à l'époque, de toute façon, ça n'existe plus. Il n'y a plus d'émissions de caricature. Je vais essayer d'en faire une sur Blast. Je vais essayer de créer quelque chose sur un nouveau média. J'espère qu'on va y arriver. Ça ne sera pas avec des marionnettes parce que c'est beaucoup trop cher, ça n'existe pas. Mais il n'y a plus d'émissions comme ça, qui soient à la fois pertinentes et impertinentes. C'est-à-dire qu'on traite des sujets justes, mais avec de la distance, puis on rigole, quoi. C'est juste, on peut se marrer 5 minutes, les gars, c'est possible ou pas? On n'est pas dans un sérieux à ce point-là dans le monde. Et je crois que l'humour donne de l'air, toujours. Et il faut quand même qu'il y ait des endroits pour que ça s'exprime. Si Canal+ était resté ce qu'il était en 2012, 13, 14, aujourd'hui, peut-être qu'il serait mort ou racheté. Parce que le modèle économique, évidemment, change. Mais transformer Canal+ en une plateforme, une sorte où s'associer avec Netflix ou avec je ne sais qui, ce qu'ils font aujourd'hui, je crois qu'ils ont des accords avec Disney, avec Netflix, c'est plutôt intelligent comme vision de long terme. Simplement, c'était pas obligé de démolir l'âme de ce qui avait été Canal. Et l'âme de Canal, c'était être pertinent dans l'impertinence. C'était oser des choses, proposer à des gens qui payent un abonnement quelque chose de nouveau le plus souvent possible. On avait le droit de se tromper, mais pas de les tromper. Nous, on se gourre, nos abonnés nous en ont jamais voulu, et ceux qui ont regardé beaucoup nulle part ailleurs savent qu'il y a quand même eu un nombre de conneries dedans, pourries, des trucs. À un moment, il y a une machine qui posait des questions quand même. Je me souviens, une espèce de robot qui posait des questions. C'était pourri. Ça a duré quelques mois jusqu'à ce que quelqu'un dise on peut pas enlever ce truc pourri là parce que c'est vraiment nul. On avait des caricaturistes qui faisaient des dessins sur des palettes, tu sais. Ouais. Et alors il y en a un qui a eu on a eu Volinsky à un moment qui perd à son âme lui aussi, mais c'était tellement mauvais ces dessins que Gildas était obligé de les expliquer plus longtemps qu'il avait fallu à Volinsky pour faire le dessin. C'était nul. Et bon, il n'était pas bon dans ce moment-là. C'est évidemment un très bon dessinateur, c'est pas ça le souci. Mais juste dans ce cadre-là, il n'était pas bon. Toi qui n'aimes pas te lever tôt, ça ressemblait à quoi à l'époque, ton quotidien dans les Guignols et qu'est-ce qui a... Mets-nous dans les coulisses. Pour ceux qui n'ont... Je l'ai déjà expliqué pour ceux qui n'ont... Je l'ai déjà expliqué 10 fois, c'est que tu te lèves à 7h du matin, enfin ton réveil sonne à 10h, c'est un radio-réveil à 9h. Toi, 10h déjà, j'ai gratté 3 heures. Tu écoutes les éditos. Alors tu sais que tu as un éditorial à 7h20 sur telle chaîne, à 7h30 sur l'autre, tu en as un à -5, 8h-5 sur un autre, et donc tu zappes les radios. Donc tu écoutes tous les éditoriaux qui te donnent le ton de l'événement important du jour. Quand ils parlent chacun d'une chose différente, il y a un problème. Tu écoutes les revues de presse, et le matin, on me livrait Libé et l'équipe chez moi. Donc je lisais Libé et l'équipe, et j'arrivais, on disait journaux lus, Libé et l'équipe, hein, pour les résultats de Saint-Étienne. Donc tu cherches, pour le classement, tu cherches en bas. Bon, victoire. Il y avait encore quelques bonnes nouvelles à l'époque, des fois.
Ah, c'était déjà... Ah, il va finir par y en avoir une bonne, c'est pas possible. Ils vont fermer un truc, il va bien se passer un truc bien, quoi. C'est pas possible. Et donc, tu arrives au bureau et tu commences à discuter, ce que dans les rédactions on appelle une conférence de rédac. Tu commences à discuter de ce qu'on pourrait faire dans la journée. Qu'est-ce que c'est que l'événement important? Quels sont les événements secondaires? Qu'est-ce qui s'est passé en sport? Qu'est-ce qui s'est passé en culture? Qu'est-ce qui s'est passé dans la société de grave qu'on pourrait traiter? Et là, tu commences à dire, je voudrais telle et telle marionnette maquillée de telle et telle façon, avec tel et tel accessoire, et tu commences à chercher. Là, tu arrives vers 11h du matin, et tu dois donner la liste des marionnettes que tu veux, et de celles dont tu te serviras pas, parce que les idées vont tomber dans l'après-midi, à tes assistantes, qui, elles, vont les transmettre aux maquilleurs, maquilleuses, à tous les gens qui vont construire les bouts de décor, les accessoires dont tu as besoin. Et tout ça, ça part vers 11h, 11h30 du matin. Toi, pendant ce temps-là, tu commences à rédiger le JT, tu commences à travailler sur la meilleure blague possible. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de faire la première blague qui vient. Parfois, on l'a laissée. Ça nous a valu des emmerdes. Mais généralement, quand elle est travaillée, elle est un peu mieux. Et surtout dans le cadre des Guignols. C'est pas quelqu'un qui va la dire et qui peut mettre un ton particulier. On peut expliquer un ton, mais entre nous et ce qui va être dit, il y a un imitateur et un manipulateur. Et un réalisateur. Donc il y a 3 filtres. Donc il vaut mieux que ce qui est écrit soit en béton. Pour que le mec qui va le lire ne puisse pas changer une virgule en se disant « je le dis comme ça, le ton est bon, la ponctuation est bonne, ça passe », que le manipulateur dise « ah, s'il dit ça, l'attitude c'est ça », et que le réalisateur dise « il faut que je sois sur lui au moment où il parle », et qu'ensuite on va mettre un temps, je vais aller chercher la réaction de l'autre, puis revenir à lui. Donc il faut tout ce truc-là doit être imaginé en amont. Donc tu fais tout ça, tu vas déjeuner, si possible, en 10 minutes, un quart d'heure, et l'après-midi, tu affines tout, tu rédiges, jusqu'à ce que tu aies tout, puis l'invité, le corps du journal. Et à 17h, tu fais une lecture avec manipulateur, metteur en scène, et tu dis voilà ce qu'on voudrait. Donc je faisais moi la lecture du JT, généralement, c'est moi qui la faisais. Et après ça, à 18h, t'es tranquille. Sauf que moi, je m'étais mis un autre boulot sur le dos qui était de prendre la succession de Decaune et de faire l'introduction de Nulle part ailleurs. Donc, une fois que tout ça a été terminé, le journal était à 19h57 dans la pub des autres. Quand tous les autres étaient dans la pub, nous, on commençait, tout le monde venait. Et après ça, tu débriefes. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. Alors, il y a des jours où on ne le faisait pas, parce qu'on jusque-là. Mais il y a toujours un d'entre nous, au moins, et c'était souvent moi, qui restait au cas où il se passe quelque chose à 19h30. C'est en direct. S'il se passe quelque chose à 19h30, il faut que tu puisses changer très vite, en 10 minutes. Vous auriez eu le temps de peaufiner un truc? Ah ouais. On l'a fait, ça est arrivé quelques fois. Mais il faut le faire vite. Et tu fais le plus vite possible, ton cerveau il va à 200 à l'heure, une espèce d'adrénaline qui monte, tout se précipite, t'entends plus ce qu'il y a autour, tu es focus sur un seul truc, quoi. C'est génial, ces moments-là sont géniaux, c'est des bons moments. T'as parlé hier dans un tweet du changement médiatique, l'obsolescence de certains médias. Tu as dit que Mediapart avait inauguré une certaine époque, que la télé était plus ou moins morte, on n'y faisait plus rien de marrant ni de pertinent. C'est-à-dire que tu consommes plus de format télé, toi, aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui te... Ah si, bien sûr, la télé c'est devenu un meuble. C'est-à-dire que la télé est un meuble dans lequel il y a des images. Maintenant, je peux y mettre ce que je veux, moi, comme image. C'est-à-dire que si je veux regarder... Alors, qu'est-ce que je regarde à la télé avec mon fils, le dernier qui vit encore avec moi? Il y a 20 piges quand même, il faudrait qu'il se barre quand même. Il n'y a pas de message. C'est tôt encore. Il n'y a pas de message. Mais... La vie, elle est dure pour les jeunes, maintenant. Ah oui, c'est... Et... Non, c'est une blague, reste. Si tu t'en vas, ça va être une catastrophe. Et on regarde quoi? Hier, par exemple, on regarde le Barça. Il me dit, le Barça, ça fait 3 ans qu'il joue comme des merdes. Moi, je suis un fan du jeu barcelonais d'il y a 10 ans, 15 ans. Ça, c'est un truc extraordinaire. T'as le droit de détester. N'empêche, et l'Espagne et le Barça ont marché sur l'Europe et le monde pendant 10 ans.
Et ce jeu était plaisant. Pour moi, c'était un ballet. Il y avait un ballet. Il y a un match un 5-0 contre le Real. La Manita. Où à un moment, il y a Ramos, il met un coup de latte dans le cul de je sais plus qui, parce qu'il en peut plus. Il est obligé de lui mettre un coup de pied, ils n'arrivent pas à les attraper, quoi. Il y avait Pépé aussi, qui s'était bien conduit, comme d'hab. Il avait une tête de tueur, lui. Il sortait d'une favela, je sais pas où, mais c'était un truc portugais. Mais donc on regarde un événement en direct, sportif, parce que c'est difficile de le regarder 3 jours après. Mais il nous arrive aussi de prendre sur Internet des matchs et de les mettre sur la télé. Donc la télé, c'est devenu un récepteur. Je regarde des séries, parfois des films, mais je regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de conférences. Je regarde beaucoup de conférences. Mon fils aussi regarde beaucoup de conférences. Et ces conférences, je les regarde soit sur mon ordinateur, si je suis en train de travailler, je mets la conférence en double fenêtre avec mon truc, et puis je fais autre chose. Et j'écoute, si ça me plaît pas, j'enlève. Je peux arrêter quand je veux, c'est-à-dire que je fais mes programmes. Je suis devenu directeur des programmes. Et quand je veux la partager avec quelqu'un, je le mets sur la télé. Ça fonctionne très bien. Mais les émissions de télé, laquelle? Donne-moi une, et je la regarderai peut-être pour voir si je me suis trompé. Cache Investigation. Ouais, je regarde Cash, ouais, mais je le regarde en différé. Je le regarde en SVOD, c'est ça qu'on dit? En VOD, ouais. Mais donc pour toi, c'est vraiment devenu le réceptacle du médium, et plus le médium en lui-même. Ah oui, bien sûr. Mais tous les gens qui font de la télé aujourd'hui l'ont compris. Hein. Les Guignols, ça coûtait, je crois, autour de 15 millions d'euros par an, je crois 18 même à un moment où on était vraiment au taquet. Plus personne ne mettrait ça dans une émission de caricature on faisait 7-8 minutes. Plus personne ne ferait ça. Personne. Parce qu'on lui dirait, c'est pas rentable. Alors que nous, c'était rentable. Les anciens directeurs de production de Canal pourraient le dire ou pas, ou me contredire, mais la pub du Clair payait largement les Guignols. Hein. Il n'y avait pas de problème financier particulier. Tu vas te lancer en soutien d'un nouveau projet qui s'appelle Blast. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler et surtout, qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Et je crois que c'est Denis Robert notamment qui est à l'origine de ça. Alors Denis avec Robert, d'autres camarades. On va faire par étapes. Il y a 3 ans, je crois que c'est leur anniversaire en ce moment, il y a Gérard Miller a monté un truc qui s'appelle Le Média, dans lequel on m'a demandé de venir participer. Je leur ai dit non, mais je suis plus ou moins le parrain. Mais j'étais le premier invité de la première émission. Ils voulaient faire un JT à 20h qui soit un JT différent. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ils ont levé des fonds pour le faire. Ils ont fait Le Média. Ils ont eu 3 ou 4 crises internes desquelles je ne sais rien, en fait, en vrai. Je ne sais pas pourquoi ils sont engueulés. Si je le savais, je te jure, je le dirais, mais je ne sais pas pourquoi. Ils ont eu un problème avec Sophia Chikirou, qui, elle, a une version. Mathias Sentoven en a une autre. Denis Robert en a pas parce qu'il n'était pas là à l'époque. Bon. Après, il y a eu une autre crise avec Aude Rossigneux, je crois. Puis une autre crise avec... Je sais pas pourquoi. Aude Lancelin. Aude Lancelin, pardon, oui. Et ils ont engagé Denis Robert à un moment. Et ce qui était le média de la France insoumise, moi, je ne suis pas pour que ce soit le média de la France insoumise. Un média, ça ne va pas être à quelqu'un. Un média, ça va être là. Bon, ça a des orientations plus ou moins de gauche, plus ou moins de droite. Ça a des objectifs peut-être. Bon, mais en tout cas, le premier objectif, c'est d'intéresser les gens qui te regardent. C'est le minimum. Et ils engagent Denis Robert à un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et Denis amène son savoir-faire sur l'investigation, amène des gens avec lui. Et alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, je ne sais pas exactement. Il a son caractère, Denis, mais il a une âme de manager, il a une âme de dirigeant, mais par intermittence. C'est-à-dire qu'il est capable d'entraîner avec lui un vrai truc. Puis de temps en temps, il a besoin qu'on lui foute la paix, Denis. Il faut accepter ça. Tu dis, ben voilà, foutez-moi la paix. Je rentre chez moi, je vais écrire un bouquin. Et moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui est focus totalement sur lui, mais il fait bien son job. Et je me dis, chouette, le média a enfin trouvé une stabilité. Et il s'engueule et il le vire. Et il y a des espèces de campagnes. Moi, je comprends rien à rien. Et je leur dis aux médias, en fait, je leur dis, vous êtes cons. Vous avez un mec qui fonctionne bien, qui est identifié.
qui vous ramène de l'audience, donc des fonds. Et un côté enquête aussi qui... Denis Robert, c'est comme sa marque de fabrique. Ah bah oui, puis L'investigation. Et puis c'est pas un mauvais, surtout, c'est même pratiquement le meilleur. Et vous vous engueulez avec, c'est dommage, quoi. Et je me fais envoyer chier en disant, t'y connais rien. Bon. Et alors j'appelle Denis, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique sa version. Bon. Et je dis, je lui dis, c'est dommage, en fait, c'est con que ça s'arrête, cette connerie-là. Et il me dit, ouais, mais peut-être j'ai une idée. Bon, je t'en parlerai. Bon. 3-4 mois après, il vient me voir, il me dit, ça y est, on a trouvé un truc, on va appeler, ça s'appelle Blast, voilà ce qu'on va faire. Je dis, Blast. Blast, c'est le souffle, cette pouf. Ah, je dis, ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu peux faire avec nous? Je lui dis, rien, moi je veux plus travailler de ma vie, je suis un feignant, je veux pas travailler. Et puis, comme c'est une équipe que j'aime bien, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et je leur dis, mais vous voulez pas décoller un petit peu de l'investigation anti-Macron? Faites-la, hein, il mérite largement. Mais vous pouvez pas décoller par moment un petit peu du truc et essayer de déconner, de faire des trucs un peu légers, quoi. Et il me dit, ouais, mais quoi, tu vas refaire les guignols? Je dis, bien sûr. Je dis, levez des fonds, trouvez-moi 15 millions et on fait les guignols. Et je ramène tout le monde, il n'y a pas de problème, ils viendront tous, hein, pour le même tarif, ils viennent. Sauf que c'est juste impossible à faire. Et surtout, c'est un investissement en temps qui est énorme. Tu peux pas faire ça à moitié. Il faut que tu sois pile dedans. Mais l'idée de faire un faux JT à 20h continue à m'intéresser. Et ça devient aujourd'hui pertinent parce que cette institution-là, elle est devenue justement tellement institutionnelle et obsolète pour moi, et elle continue à être regardée par des gens très vieux, qu'on peut regarder ça aujourd'hui comme un document historique et de dire aux jeunes, regardez ce qu'ils font. Et vous pouvez aller voir en vrai. C'est sur TF1 et France 2, ils font ça en vrai. Je vous jure. Non, c'est pas possible. Si. Et j'ai un peu piqué l'inspiration à Groland, qui pendant des années a fait du Jean-Pierre Pernaut. Et quand les gens regardaient Jean-Pierre Pernaut, ils disaient, vous avez tout piqué à Pernaut. Ils disaient, non, on se fout de sa gueule. C'est quand même très différent. Mais ça n'empêche pas Pernaut de faire sa carrière et Groland de faire la sienne. L'un n'empêche pas l'autre, tu peux te moquer. Hein. Et donc, je vais essayer si j'y arrive, de mettre en place un JT et essayer de le faire au quotidien. C'est très compliqué. Tu as parlé de Jean-Pierre Pernaut, j'étais un peu, je vais pas dire que j'étais surpris, mais c'était un peu l'homélie, là. La fin de Jean-Pierre Pernaut au 13h, on a regardé ça un petit peu comme une relique. J'ai pas regardé du tout. C'était un petit peu le... Ah ouais. On a chanté ses louanges partout. Il a pris sa retraite du 13h, le 13h le plus regardé de France. Ouais. Il y a encore des gens qui regardent la télé. Bien sûr. Oui, mais c'est regardé par... je crois que Canal, déjà, on était la chaîne la plus jeune et c'était au-dessus de 60 ans. Et je crois que c'est au-dessus de 75. Les gens qui regardent les JT à la télé, c'est entre 70 et 75 piges. Il faut pouvoir être à la maison à 13h déjà. Ah, déjà. T'as tous les EHPAD, oui. Oui. Mais bon, voilà, c'est... Non, j'ai pas regardé Pernaut depuis... je crois que je le regardais pas. Quand on était au Guignol, de temps en temps, on regardait un JT, tous les... Sa marionnette a été énorme. Ah ouais, mais... lui, il voulait la France telle qu'il la voyait, pas telle qu'elle était vraiment. C'est les mecs qui font des sabots dans les Vosges. Il y en a, hein, je dis pas le contraire, mais c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être d'autres gens, peut-être qu'ils les voyaient pas ou ils voulaient pas les voir. Mais bon, je regardais pas. Il y a plein de choses que je regarde pas. Pour boucler politiquement, tu as dit que Macron, il méritait qu'on lui tape dessus. Tu as utilisé un terme pour qualifier son positionnement politique, c'est l'hypercentre. Est-ce que tu vois une victoire de l'hypercentre en 2022 ? Sans vouloir faire le prono à 2 balles, mais là, ça devient compliqué politiquement. Alors, l'hypercentre, c'est un truc de complotiste. Tu sais, ils disent, il y a l'extrême gauche, il y a l'extrême droite, puis il y a l'hypercentre. En fait, c'est... pour être élu, il fallait qu'il ait un espace qui se dégage devant lui. La droite avait Fillon, ça fonctionnait. Et il a eu un problème de costard, de femmes, d'emplois fictifs, tout ça, il a explosé en vol. De l'autre côté, Hollande, qui était tellement content de son travail qu'il a dit « je veux pas le défendre, non, parce que je veux prendre des claques, donc il y va pas ». Mélenchon,
qui a son caractère. Moi, je vote pour l'avenir en commun. Parce que moi, c'est que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Le programme de l'avenir en commun m'intéresse pour, allez, on va dire 70% de ce qu'il y a dedans me convient, donc je vais voter pour ce truc-là. Si c'est Mélenchon qui le porte, bon, bah, j'irai voter Mélenchon, même si son caractère est un peu chiant parfois. Mais je ne suis pas dépositaire de son caractère. C'est-à-dire que le caractère de Macron, que je vois méprisant, il y a des gens qui votent pour lui. Donc on leur dit pas tu es comme lui. Attention, je m'en fous. Tu votes parce que tu penses qu'il peut diriger le pays dans une direction où les inégalités seront moins fortes et où une harmonie se créera entre tous les gens qui habitent dedans, les plus riches, les plus pauvres. Les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les grands, les petits, les gros, les moches, tous ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Tu peux pas faire autrement. Alors, tu as le droit de pas aimer des gens, mais il faut que tu vives avec quand même, tu es obligé. Donc, la politique sert aussi à ça, à travers le social. C'est ce qui fait que tu équilibres ceux qui arrivent à faire des choses et ceux qui n'y arrivent pas, ou ceux qui ne veulent pas les faire. Et tout ça, c'est la politique. Donc, lui, il s'est mis là-dedans, un peu sur cet axe. Et il a bouffé le pain à Bayrou, qui n'a jamais réussi, le pauvre Bayrou, qui n'a jamais réussi à... Et l'autre, tac, il le fait en première fois, jamais élu, nulle part, il y arrive. Ça lui fait chier. Sauf qu'en faisant ça, il renvoie la droite de la droite chez l'extrême droite, il renvoie la gauche du PS du côté de chez Mélenchon ou de chez les Verts, et tous les autres sont compatibles avec lui. Donc ça crée un hyper-centre très large. Sauf qu'aux prochaines élections, je vois ça là en ce moment, Larcher a dit ça l'autre jour, extraordinaire. Lui dit on aura un candidat, il faut qu'il y ait un candidat LR au deuxième tour. Ben ouais, il s'appelle Macron. Vous travaillez avec, son Premier ministre était issu de vos rangs. La moitié de son gouvernement est de vos rangs, l'autre moitié est socialiste. Vous êtes déjà... Donc tu vas te présenter, mais avec quel programme, quel objectif? Juste être là, à la place d'eux. Mais tu vas faire quoi de différent? Rien. Donc le problème, en créant cet hypercentre, c'est que tu renvoies tous les gens qui ne te veulent pas loin. Et tu les renvoies soit très, très à gauche, soit très, très à droite. Rien ne dit que aujourd'hui, la colère étant ce qu'elle est face à Macron, des gens devant un choix de deux personnes avec un bulletin de vote, si c'est Macron et Le Pen, ne disent pas carotte, je préfère Le Pen. Pourquoi? Ça va foutre la merde, mais au moins, j'aurai plus sa gueule à lui et on va recomposer le paysage une nouvelle fois. Il y a des gens qui prennent ce risque. Il faut qu'ils sachent, ces gens, que quand l'extrême droite prend le pouvoir, elle ne le rend plus. Elle ne le rend pas. Elle ne le rend pas par les urnes. À ça, il y en a qui te répondent, notamment sur Twitter, je le vois, en mode tu cries au fascisme. Salvini, c'était à peu près pareil que Marine Le Pen, par exemple, en Italie. Ça s'est, entre guillemets, bien passé. Salvini n'est pas président. Salvini était un ministre de l'Intérieur. C'est très, très différent. Il a des pouvoirs beaucoup plus limités. Et il avait Cinque Stelle. Trump. Oui, mais regarde. Regarde Trump. Trump, c'est le bon exemple. Tu peux plus tweeter avec lui. Là, si, on lui a rouvert son compte, je crois, non? Le perso, non, je crois qu'il est banni définitivement. Ah ouais. Il a le compte POTUS, président, voilà, mais... President of the United States. Ouais, mais... Trump, Trump est arrivé dans une époque où je m'en foutais tellement. Ils ont pu élire Trump. Et puis après, tu dis aux gens, mais les gars, ils avaient élu déjà Reagan. Tu te souviens pas qu'ils ont élu Reagan à un moment? Trump, c'est un level quand même. Ah ouais, c'est autre chose. Mais Reagan, il apparaît très très sérieux à côté de Trump. Ouais, mais Reagan n'était pas malin. Hein. Reagan, il avait des fiches. On lui donnait des fiches. C'est Attali qui raconte ça. Il a fait un bouquin qui s'appelle Verbatim. Il dit la première fois qu'ils l'ont rencontré, quand Mitterrand lui posait une question, l'autre disait... Il sortait sa fiche et il lisait la fiche qui était faite par ses conseillers. Jamais il prenait la parole, lui. Quoi. Il lisait la fiche. Après, quand il fallait parler à bâton rompu, il parlait de cheval et de machin, il était parfait. Mais il sortait les fiches. Trump, il lisait même pas les fiches, paraît-il. Il paraît qu'il lui faisait ses briefings avec des photos et des dessins. Et il lui faisait des images, je lui montrais pour faire des briefings.
Ils ont élu un teubé, mais de première, quoi. Le mec pensait qu'il fallait un passeport pour aller, des papiers pour aller acheter du lait. Je dis, mais c'est pas possible. Ça a été un catalyseur d'une certaine colère. Bien sûr. Et il y a encore 75 millions de personnes qui ont voté pour lui. C'est-à-dire que c'est le mec qui a été battu avec le plus de voix au monde. C'est incroyable. Et c'est ce qui va créer un problème dans les mois qui viennent. Ce Biden, il arrive, il a le Sénat, il a la Chambre, il est président, et il a 75 millions de bombes derrière lui qui le regardent. Dès qu'il va passer une tête, boum. Donc, je sais pas, là, les jours qui viennent sont intéressants, puisqu'il va y avoir l'inauguration, à laquelle il ne se rendra pas, Trump. Voilà. C'est la première fois. Le mec, il va dire, je leur rends pas le pouvoir, je me barre avec. Non, mais on va le prendre, nous. Non, je me barre. Waouh. Le mec respecte rien, quoi. Et ouais, c'est déstabilisant pour le monde entier. Bruno, je vais te remercier d'être venu nous voir. Ça fait combien de temps? Ça fait un moment. Merde. Je vais te prendre en traître totalement. Il y a une tradition dans notre émission, c'est que je laisse le mot de la fin à l'invité. C'est ton moment, il t'appartient, tu dis ce que tu veux. Ah ouais, ça c'est bien une prise en traître, ça. Si je dois dire ce que je veux, portez-vous bien, vous laissez pas emmerder, lisez, essayez d'être le moins con possible, et si vous êtes con, le moins longtemps possible. Pour le reste, Inch'Allah. Sur cette fin séparatiste, merci Bruno.